Bonjour à tous, c'est le 7 juin 1992. Il est environ 2h30 du matin à Springfield dans le Missouri. Deux jeunes femmes rentrent chez elles après une nuit de fête pour célébrer leur remise de diplôme. Elles sont heureuses, elles ont toute la vie devant elles. Le lendemain matin, leurs amis les attendent pour aller dans un parc aquatique, mais elles ne viendront jamais. Leur voiture, leur sac à main, leurs vêtements et même leurs cigarettes sont là. Mais elles ont disparu. Ainsi que la mère de l'une d'elles qui dormait dans sa chambre. 3 femmes, aucun corps retrouvé, aucun suspect officiellement inculpé. 33 ans plus tard, cette affaire reste l'un des mystères les plus troublants des États-Unis. Avant de plonger dans les événements, il faut d'abord parler d'elles, parce que derrière l'affaire, il y a 3 femmes réelles avec une vie, une famille et des projets. Cheryl Elizabeth Leavitt. Née le 1er novembre 1944 au moment des faits, elle a 47 ans. C'est une femme de petite taille, 1m52, mince, qui travaille comme esthéticienne dans un salon de coiffure local. Elle est mère célibataire, et ses amis la décrivent comme une fumeuse invétérée, toujours avec une cigarette à la main, et comme une femme extrêmement proche de sa fille. Elle élève Suzy seule, et ce lien mère-fille est, selon tous ceux qui les connaissent, quelque chose de rare et de fort. Suzanne Streeter dit Suzy. Née le 9 mars 1973, Suzy est la fille de Cheryl. Elle mesure 1m57, elle a des cheveux blonds, mi-longs, les yeux marrons. Elle vient de décrocher son diplôme et envisage l'avenir avec enthousiasme. Elle s'est installée chez sa mère au printemps 1992 après avoir vécu un temps ailleurs. Stacy Kathleen McCall est née le 23 février 1974. Stacy a 18 ans au moment des faits. C'est la meilleure amie de Suzy depuis le lycée, Kickapoo. Stacy est décrite par sa famille et ses amis comme quelqu'un d'extrêmement responsable. Ses cheveux sont longs, blonds, foncés, ses yeux clairs. Voilà les 3 femmes, une mère, sa fille et la meilleure amie de sa fille. Tout commence le 6 juin 1992 à 16h. Ce jour-là, Suzy et Stacy obtiennent leur diplôme de fin d'études secondaires au Kickapoo High School de Springfield. La cérémonie se tient au Hammond Student Center, sur le campus de la Southwest Missouri State University. Cheryl est dans le public pour applaudir sa fille. Après la cérémonie, le lycée a organisé une soirée sans alcool pour les diplômés. Suzy et Stacy déclinent l'invitation car elles ont d'autres plans. Les 2 amies passent d'abord en famille, photos, repas, avant de rejoindre des soirées chez des amis. La mère de Stacy, Janice McCall, lui conseille de ne pas conduire ce soir-là par peur des accidents liés à l'alcool. Vers 22h, Stacy appelle sa mère depuis une fête et lui dit « Maman, ne t'inquiète pas, on ne va pas à Branson ce soir. » Un nouveau plan est établi. Tout le monde se retrouvera le lendemain matin entre 8h et 8h30 pour aller à Whitewater. La nuit avance, les 2 filles enchaînent les soirées à Springfield et dans le quartier de Battlefield. Leur dernière fête a lieu chez Michelle Adler, une amie de Stacy. À 1h50 du matin, la police de Springfield interrompt la fête. Suzy, Stacy et leur amie Janelle Kirby retournent alors chez Janelle à Battlefield vers 2h du matin. Mais là, problème. La maison de Janelle est bondée. Toute la famille est venue pour la remise des diplômes, il n'y a plus de place. Suzy prend alors une décision et demande à Stacy de la suivre. Ce sont les dernières paroles rapportées des jeunes filles entendues par Kathy Kirby, la mère de Janelle, encore à moitié endormie. On suppose que Suzy et Stacy arrivent bien chez Cheryl, au 1717 East Delmar Street. Pourquoi ? Parce que leurs affaires y sont retrouvées le lendemain. Leurs vêtements de la veille, soigneusement pliés, leurs bijoux, leurs sacs à main, leurs clés de voiture, des lingettes démaquillantes usagées dans la poubelle de la salle de bain, et les 2 voitures sont garées dans l'allée. Il est environ 2h30 du matin, elles semblent être arrivées, et à partir de là, plus rien. Pendant ce temps-là, Cheryl Leavitt passe la soirée seule à la maison. Sa dernière conversation connue a lieu vers 23h15 le 6 juin. Elle est au téléphone avec une amie à propos d'une armoire qu'elle est en train de peindre dans sa chambre. Le matin du 7 juin, vers 9h, Janelle Kirby et son petit ami Mike Henson se rendent au 1717 East Delmar. Suzy et Stacy auraient dû passer les prendre pour aller au Whitewater, mais il n'y a aucun signe d'elle. Janelle arrive devant la maison. Elle constate immédiatement 2 choses étranges. La porte d'entrée est déverrouillée et entrouverte, et l'abat-jour en verre de la lampe du porche est brisé avec des éclats au sol. Elle entre, mais ne voit personne. Seulement le petit chien de la famille, un Yorkshire terrier nommé Cinnamon, qui semble particulièrement agité, nerveux comme en détresse. Janelle balaye les éclats de verre du porche, un geste anodin qui sera, selon la police, potentiellement destructeur de preuves.
Le téléphone sonne, Janelle décroche, un homme inconnu tient des propos à caractère sexuel. Elle raccroche, le téléphone sonne à nouveau, et même chose, elle raccroche encore. Ces appels sont perturbants, mais Janelle se souvient que Suzy se plaignait régulièrement de ce genre de canular depuis son emménagement. La police, plus tard, ne fera pas le lien entre ces appels et la disparition. Quelques heures plus tard, c'est Janice McCall, la mère de Stacy, qui se rend à la maison. Sa fille ne répond pas au téléphone. Des amis qui travaillaient à Whitewater lui confirment que ni Stacy ni Suzy n'y ont été vus. À son arrivée, Janice trouve immédiatement les sacs à main des 3 femmes posés sur le sol. Celui de Cheryl contient encore près de 900 $ en liquide, un dépôt qu'elle devait faire pour son salon. Le t-shirt et les sous-vêtements de Stacy sont introuvables, ses autres vêtements de la veille sont bien là, soigneusement pliés. Les cigarettes de Cheryl et de Suzy sont restées dans la maison, ce que leurs proches considèrent comme totalement inhabituel. Dans la chambre de Suzy, la télévision diffuse de la neige, un film a été regardé sans que personne n'ait éteint la télé ensuite. Et sur la tête de lit, un livre. Janice appelle la police depuis le téléphone de la maison. Avant de raccrocher, elle va aussi écouter discrètement le répondeur. Un message étrange, elle appuie sur une touche, le message s'efface. Les enquêteurs seront plus tard très intrigués par ce message. Ils penseront qu'il contenait peut-être un indice crucial et qu'il ne sera jamais récupéré. À l'arrivée des policiers, la situation est déjà compliquée. La scène de crime a été altérée par au moins 10 à 20 personnes avant même que la police ne soit appelée. Des cendriers ont été vidés, des tasses à café lavées, des preuves potentiellement disparues. Un enquêteur du département de police de Springfield, Rick Buckout, déclarera « À mon arrivée, j'ai tout de suite remarqué plusieurs personnes dans le jardin. La porte était ouverte et des gens entraient et sortaient de la maison. La seule anomalie physique retenue, l'abat-jour de Porsche brisé. » L'enquête démarre avec l'aide du FBI, de la police du Missouri et de nombreuses autres agences. Des centaines de bénévoles cherchent les 3 femmes dans les zones rurales autour de Springfield. Le 31 décembre 1992, un homme appelle la ligne téléphonique d'America Most Wanted et dit avoir des informations sur la disparition. La communication se coupe et la police déclarera publiquement que cet homme avait une connaissance de premier ordre des enlèvements et lancera un appel pour qu'il les recontacte. Il ne le fera jamais. En 1993, les enquêteurs fouillent 40 acres dans le comté de Webster, rien. En 2007, un scan par géoradar sous un parking d'hôpital détecte 3 anomalies souterraines. La police écartera la piste car le parking avait été construit plus d'1 an après la disparition. Au total, plus de 5000 témoignages reçus par le département de police et aucune piste concluante. Cheryl et Suzy seront légalement déclarées mortes en 1997. Leur dossier reste officiellement classé comme personnes disparues. Depuis 33 ans, plusieurs noms reviennent, mais aucun n'a été officiellement inculpé. Robert Craig Cox est sans doute le nom le plus connu dans cette affaire. En 1992, il vit à Springfield. Il aurait même travaillé sur le même lot de voiture que le père de Stacy McCall. En 1988, il avait été condamné à mort en Floride pour le meurtre d'une employée de Walt Disney World, une condamnation ensuite annulée pour insuffisance de preuves. En 1997, alors emprisonné au Texas pour braquage à main armée, Cox accorde un entretien à un journaliste. Il se dit qu'il sait que les 3 femmes ont été assassinées et que leurs corps ne seront jamais retrouvés. Il dit également qu'il révélera ce qu'il s'est passé après la mort de sa mère. Son alibi le soir de la disparition ? Il était à l'église avec sa petite amie. Cette petite amie le confirme d'abord, puis se rétracte, affirmant que Cox lui a demandé de mentir. Les enquêteurs n'ont jamais pu déterminer s'il était impliqué ou s'il cherchait simplement à attirer l'attention. Dustin Rikla est l'ancien petit ami de Susan Streeter. Quelques mois avant la disparition, il s'est introduit par effraction dans un mausolée de Springfield et a volé des plombages en or sur un crâne. Suzy avait donné une déclaration à la police contre lui dans cette affaire. Il était donc possible qu'elle témoigne contre lui au tribunal. Rikla et ses 2 complices étaient connus pour avoir été ensemble dans les environs la nuit de la disparition. Voici peut-être le suspect le plus glaçant. Larry de Wayne Hall est un tueur en série présumé originaire de l'Indiana. Il parcourait le Midwest pour participer à des reconstitutions historiques de la guerre de sécession. Les autorités fédérales estiment qu'il aurait enlevé, violé, torturé et assassiné des dizaines de jeunes femmes entre les années 1980 et 1994. Il est aujourd'hui en prison à vie pour l'enlèvement d'une adolescente de 15 ans en 1994. Pourquoi est-il suspect dans cette affaire ? Premièrement,
Le week-end de la remise des diplômes, une reconstitution historique se tenait à Pleasant Hope dans le Missouri, à seulement 30 km au nord de Springfield, les 7 et 6 juin 1992. Deuxièmement, des témoins ont signalé avoir vu un van vert dans le quartier de Sherroll les jours précédant la disparition. Larry Hall conduisait précisément un van vert. Troisièmement, lors d'un interrogatoire ultérieur sur une autre affaire, Hall aurait évoqué la disparition des 3 femmes et il aurait confessé ce crime, comme il l'a fait pour des dizaines d'autres, avant de se rétracter, comme toujours. Un autre suspect serait Gerhard Carnahan. En 1985, une jeune femme de 20 ans, nommée Jackie Jones, disparaît à Nixa dans le Missouri. Sa voiture est retrouvée abandonnée, les clés dans le contact, son sac à main à l'intérieur. Son corps va être repêché dans le lac Springfield avec des signes de violence graves. Carnahan est rapidement suspecté, mais les preuves manquent. Il faudra attendre 2007 et les avancées de l'ADN pour que son profil soit formellement identifié. En 2010, il est condamné à 2 peines de prison à vie pour viol et meurtre au premier degré. Entre-temps, en 1996, il avait été aussi arrêté pour tentative d'enlèvement d'une femme dans une rue de Springfield. La police a enquêté sur lui dans le cadre de cette affaire, mais n'a trouvé aucune preuve directe. Carnahan est également lié au gang de motards Galloping Goose, dont un membre, Steve Garrison, condamné pour viol, aurait fourni des informations jugées crédibles par la police concernant les 3 femmes disparues. En juin 1997, un banc a été inauguré en leur mémoire dans le jardin du souvenir du parc Phelps Grove à Springfield. Leurs photos, figées à l'été 1992, ornent encore quelques vitrines de la ville. Il n'y a pas de réponse, il y a juste une lampe de Porsche brisée, un chien qui aboyait, un message effacé, et 3 femmes qui se sont évaporées dans la nuit chaude du Missouri. L'enquête est toujours officiellement ouverte. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, mais aussi à partager. Et si vous voulez aller encore plus loin, j'ai ouvert une page Buy Me a Coffee, le lien est en description. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires.